Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, nous allons parler réglementation. Alors, je sais ce que vous pensez. Oh non, pas un épisode sur le droit. Attendez, parce que ce dont je vais vous parler aujourd'hui va concrètement impacter vos clients, vos outils et peut-être même votre façon de vendre vos services. On va parler de l'IA Act, le grand règlement européen sur l'intelligence artificielle, mais surtout d'un angle très concret, son application dans le secteur bancaire et assurantiel en France, et d'une autorité que vous ne connaissez peut-être pas encore, l'ACPR. Parce que oui, depuis décembre 2025, la France a désigné ses gardiens de l'IA, et ça change pas mal de choses. Un petit retour en arrière, le contexte. L'IA Act, c'est quoi exactement ? Alors, en 1950, un certain Alan Turing posait la question « Les machines peuvent-elles penser ?» 75 ans plus tard, on ne pose plus vraiment la question et on se demande plutôt comment les encadrer. L'IA Act a été voté en 2024. Certaines de ces dispositions sont entrées en vigueur dès le 1er août 2024. Et la prochaine échéance clé, c'est le 2 août 2026, soit cette année, dans quelques mois. Le principe fondateur de ce texte, c'est une approche par les risques, c'est-à-dire concrètement, il va classer les systèmes d'IA en 4 niveaux. Les risques inacceptables, ils sont interdits. On pense à la surveillance de masse, la notation sociale, comme on peut le voir en Chine. Le risque élevé demande un encadrement très strict, et c'est là que ça devient intéressant pour nous. Le risque limité, c'est une obligation de transparence. Par exemple, quand vous générez des visuels avec de l'IA, d'ajouter la mention « visuel généré avec de l'IA ». Et les risques minimes, quasiment libres, là, vous pouvez l'utiliser sans trop de conséquences. La grande question que tout le monde se posait depuis 2024, c'était qui, en France, va contrôler tout ça ? Parce que l'IA Act, il prévoit que chaque État membre désigne ses autorités compétentes, et la réponse est arrivée le 9 septembre 2025, l'année dernière. L'ACPR, c'est le nouveau shérif de l'IA financière. La France a opté pour une gouvernance éclatée, soit une douzaine d'autorités différentes selon les secteurs, coordonnées par la Direction générale de l'économie. Et pour le secteur financier, c'est l'ACPR, soit l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui hérite du dossier. Alors vous connaissez peut-être l'ACPR de loin, c'est l'autorité adossée à la Banque de France qui supervise les banques et assurances. Historiquement, elle vérifie que les établissements sont solvables, qu'ils respectent les règles prudentielles et qu'ils protègent leurs clients. Mais avec l'IA Act, son périmètre s'élargit considérablement puisqu'elle doit désormais superviser les algorithmes décisionnels utilisés par ces établissements. Et ça, c'est un changement de paradigme énorme. On ne parle plus seulement de contrôler des ratios financiers ou des politiques de gouvernance, on parle de comprendre, auditer et encadrer des systèmes d'IA qui prennent des décisions ayant un impact direct sur la vie des gens. Avoir une organisation avec une douzaine d'acteurs éclatés n'est pas sans risque d'illisibilité pour les entreprises, car si vous déployez l'IA dans votre entreprise et que vous touchez à plusieurs secteurs, par exemple le marketing et la finance, eh bien vous pouvez vous retrouver avec plusieurs interlocuteurs réglementaires, c'est plutôt important à anticiper. L'IA dans la banque et l'assurance, je vous donne des cas concrets. Pourquoi le secteur financier est particulièrement concerné ? Eh bien c'est un secteur qui a massivement investi dans l'IA, et pour cause, il regorge de tâches répétitives, de données structurées et de besoins d'automatisation. Je vais prendre un premier cas avec l'assurance. L'IA est en train de révolutionner la tarification et la souscription. Aujourd'hui, les assureurs se battent contre des silos de données, des systèmes cloisonnés qui empêchent une vision centralisée. Et quand ces barrières tomberont, l'IA pourra ajuster les prix en temps réel selon l'évolution des risques et du marché. Si on prend l'Institut des actuaires, ils ont publié en février 2025 une étude très complète sur le sujet. Elle reconnaît le potentiel immense de l'IA générative dans la conception des offres, la gestion des sinistres et la veille réglementaire. Mais elle alerte aussi sur les risques bien réels, des données erronées, des biais reproduits et un manque de transparence, et notamment des soucis éventuels de cybersécurité. Une chose rassurante
pour les actuaires, par extension pour tous les experts métiers, l'étude écarte tout risque de remplacement par l'IA. Elle les positionne comme des acteurs clés de la fiabilisation de ces innovations. Et c'est le message que je porte également dans mes formations. L'IA augmente l'expert, elle ne les remplace pas. C'est un outil. Le deuxième cas avec le crédit, c'est peut-être l'application la plus sensible. Quand une banque utilise l'IA pour évaluer votre solvabilité et décider si elle vous accorde un crédit, on est en plein dans ce que l'IA Act appelle un système à risque élevé. Et le risque, il est bien documenté. Une IA peut reproduire des biais liés à l'âge, à l'origine, au sexe, et désavantager certains profils, soit en refusant carrément le crédit, soit en proposant des conditions moins favorables. C'est exactement ce que le règlement cherche à éviter. La croissance des crédits à la consommation, on est à plus 4% en septembre 2025, rend ce sujet encore plus urgent, et l'enjeu sociétal est colossal. Alors, ce que la CPR va concrètement contrôler, et qu'est-ce que ça signifie en pratique pour les établissements concernés? Pour les systèmes d'IA à risque élevé, dont l'évaluation de solvabilité fait partie, les obligations sont particulièrement exigeantes. Les banques et assureurs devront justifier la qualité et la représentativité des données utilisées pour entraîner leur modèle, la documentation complète des algorithmes, la traçabilité des décisions, autrement dit pouvoir expliquer pourquoi l'IA a dit oui ou non, et l'existence d'une surveillance humaine effective, car un humain doit rester dans la boucle, et des mécanismes de contrôle interne adaptés. Et la CPR devra vérifier tout ça, c'est là que les difficultés opérationnelles apparaissent, parce que contrôler des systèmes algorithmiques complexes, parfois développés par des prestataires tiers qui évoluent en permanence, ça demande des compétences techniques très élevées et un accès réel aux données. C'est pour ça que la CPR joue plutôt un rôle de doctrine et d'accompagnement. Elle doit produire des lignes directrices pour donner aux acteurs du marché une lecture opérationnelle du règlement, mais en clair, elle ne fait pas que sanctionner, elle doit aussi former et guider. Alors, ce qui est drôle, c'est que la CPR est en train d'envisager d'utiliser l'IA dans ses propres processus de supervision. C'est un peu l'arroseur arrosé. L'idée, les établissements financiers transmettent à l'autorité une masse colossale de données, reporting réglementaire, données de solvabilité, déclaration de risque, et analyser tout ça manuellement, c'est complètement impossible. Donc l'IA permettrait de détecter des anomalies, d'identifier des signaux faibles et de mieux cibler les inspections. L'objectif, c'est donc pas de déléguer la décision à la machine, mais d'utiliser le contrôleur pour une supervision plus réactive et plus préventive. Mais si la CPR utilise elle-même l'IA, elle se doit d'être exemplaire dans le respect des principes qu'elle impose aux autres acteurs, transparence, gouvernance, supervision humaine. Et c'est pas anodin, ça signifie que l'IA devient à la fois l'objet et l'outil de régulation, une supervision de nouvelle génération. Et d'ailleurs, l'IA figure explicitement dans les priorités de la CPR pour 2026. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cet article des affiches parisiennes sur lequel je me suis appuyée pour réaliser cet épisode autour de la réglementation? C'est que l'IA Act n'est pas une abstraction lointaine. Avec l'échéance d'août 2026, les règles pour les systèmes à risque élevé entrent en vigueur très prochainement. Si vous travaillez avec des clients dans la banque ou l'assurance, ou si vous déployez des outils d'IA dans ces secteurs, la CPR est votre nouvel interlocuteur réglementaire, donc prenez le temps de comprendre son périmètre. Les notions de traçabilité, d'explicabilité et de supervision humaine ne sont plus des options, elles deviennent des obligations légales. Donc intégrez-les dans vos pitchs, vos formations, vos recommandations clients, intégrez-les. L'humain reste central, l'IA augmente l'expert, elle ne le remplace pas. Les actuaires, les conseillers crédits, les juristes, tous ont un rôle clé dans la maîtrise et la fiabilisation de ces technologies. Et la réglementation elle-même est en train de s'équiper d'IA, donc c'est pas un signe de méfiance, c'est plutôt un signe de maturité. On entre dans l'ère de l'IA institutionnalisée. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, et si ce contenu vous a été utile, partagez-le à un collègue, à un client qui va naviguer dans ces enjeux. Et si vous voulez approfondir le sujet, vous savez où me trouver. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.